que l'association Rue Méditerranée, dont je suis le président, organise dans le cadre d'un cycle de rencontres qui s'appelle Épisode méditerranéen, qui a démarré au mois de décembre, mois de novembre même, et qui jusqu'au mois de mai va tous les mois tracer un certain nombre de questions autour de la culture, autour du cinéma. On va faire une action autour du 8 mars, autour du cinéma algérien du point de vue des femmes, mais aussi évidemment la littérature et aujourd'hui l'architecture et l'urbanisme. Alors, on est évidemment très très heureux de pouvoir accueillir Djilali, qui est architecte urbaniste à Oran, et Volker qui lui aussi est architecte et urbaniste, hein, et qui ils enseignent tous les deux dans leurs écoles respectives auprès d'étudiants qui sont engagés dans un échange, dans un partenariat qui a été signé entre les deux écoles et qui est porté par les villes de Strasbourg et d'Oran. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on vous accueille aujourd'hui. C'est un temps d'échange où on va demander à Djilali et Volker de donner tout simplement leurs impressions, mais aussi ce qu'ils en ont tiré de ces 3-4 années déjà, je crois, hein, depuis 2016, d'échanges avec des étudiants et aussi pour une meilleure reconnaissance des richesses architecturales, urbaines et patrimoniales de la ville d'Oran. Je crois que c'est ce qui nous engage et ce qui nous motive aujourd'hui. Voilà. Donc, je propose à Djilali peut-être de commencer et de nous donner un petit peu le cadre du point de vue oranais de cette rencontre. Merci donc pour nous réunir. Ça nous permet au moins de revoir les amis après un certain moment, après une certaine absence. Et aussi, ça permet d'introduire de nouveaux éléments, notamment de nouveaux étudiants et de nouveaux responsables donc, qui intègrent cette dynamique, la dynamique de l'échange entre Oran et Strasbourg en général, et nous concernant Volker et moi, entre les deux écoles d'architecture, donc le département d'architecture de Busto et aussi l'école supérieure d'architecture de Strasbourg. Oui, donc en effet, notre coopération, elle a commencé en 2016. Moi, jusque-là, j'avais pas encore visité l'Algérie, j'avais pas tellement de rapport avec le pays, sauf que, à l'exception de ce que on peut avoir en tant qu'enseignant, on a en fait à l'école à Strasbourg, on a pas mal quand même d'étudiants algériens. Euh, donc, par contre, ce qui était déjà une pratique un peu que je faisais à l'école, c'était en fait de travailler en partenariat croisé avec des villes, Strasbourg et une autre ville, et puis notre école et puis une école dans la ville partenaire. C'était notamment le cas avec Kayseri en Anatolie, donc une ville qui se trouve là, si vous voyez ma souris. Oui. Et je trouvais que c'était très, très bénéfique pour le travail qu'on peut mener, puisque d'un côté, c'était toujours des partenariats pluriannuels, donc l'intérêt de revenir sur place, d'affiner son regard, d'affiner aussi ses démarches. Je dirais, finalement, ça aboutit sur des travaux de meilleure qualité. Et d'autre part, en fait, ça se travaille dans des situations concrètes avec des partenaires concrets. C'est très intéressant parce que je trouve aussi que ça prépare mieux finalement à notre métier d'architecte.
Et donc, en fait, on avait fait, on fait ça à chaque fois. On fait des travaux préparatoires à l'ENSAS. Je vous montre ici les travaux de 2016 qui étaient tout simplement finalement deux villes en rapport avec l'eau, donc, mais avec quand même une grande différence. L'eau est d'un côté, si vous voulez, c'est le nord du territoire, c'est la mer, alors que Strasbourg, c'est une ville parcourue de cours d'eau. Après, lorsqu'on est allé sur place à Oran, on a vu que c'était un peu différent parce qu'on n'a pas vu tous ces petits ravins qui finalement faisaient la raison d'être de la ville aussi. On a mené ce type de travail, l'évolution vraiment sur la compréhension du développement de la ville. Et ce travail a toujours été aussi accompagné d'autres types de témoignages. Donc le premier que moi personnellement je connaissais d'Oran, bah, c'était lorsque lors de mes cours de français au lycée, bah, en fait on lisait Camus et puis voilà, c'était la peste qui me donnait cette impression. Donc lui qui habitait donc 1 an ou 2 à Oran qui parle de cette ville, pour lui qui n'est pas forcément une ville très très belle, mais il en parle quand même. Et ensuite, on a fait tout un travail de cartographie ancienne. On a retrouvé l'eau finalement à Oran dans ses ravins, ici le Ras El Ain, sur lequel d'ailleurs se construit Sidi El Ouari, donc Oran comme ville de jardin, et Oran comme ville fortifiée, et puis la ville moderne qui se développe avec ses réseaux, avec disons la ville française sur le plateau, etc., que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Et on arrive finalement en 2020 au 4e, 5e périphérique, et ce site des Jeux de la Méditerranée qui s'installe ici. Et on s'est toujours demandé pourquoi finalement le pays a donc tous ces moyens pour installer ces grandes infrastructures, ces équipements sportifs ici, et pourquoi rien se passe sur le secteur de la vieille ville, hein. C'est une question complexe, on a compris. Je vous montre cette carte avec ici le centre, donc l'ellipse insulaire du centre de Strasbourg, donc, dans laquelle on peut inscrire Sidi El Ouari. C'est des cartes faites par Eric Chenderovski, donc il faut souligner, il nous a soutenu tout au long de ces workshops, hein, et c'est lui qui est parti en premier d'ailleurs à Oran, je crois que c'était en février 2016, et qui nous a donné envie de travailler sur la ville. Alors, Il a été un des initiateurs de la coopération. c'est ça, oui. Donc, je passe les images parce que vous les connaissez mieux que moi. Donc, pour nous, on s'était dit, bah, en fait, cette année, Oran va donc accueillir, si tout va bien d'ailleurs, hein, les Jeux de la Méditerranée. Et est-ce que c'est pas le moment finalement du centre-ville, la vieille ville de Sidi El Ouari, d'en profiter? Pourquoi il n'y a pas une partie des investissements qui vont là, ne serait-ce que pour réparer, rénover les monuments dans le quartier? Voilà. Donc Sidi El Ouari, donc vous l'avez ici dans ce plan de ville. Évidemment, ce sont des sous-quartiers que vous connaissez aussi mieux que moi parce que certains parmi vous y habitent ou y sont nés. Et donc, on a commencé à comprendre finalement que
cette vieille ville est donc une fabrique urbaine complexe, puisque ici, ce qui joue beaucoup, c'est la topographie, hein. Donc, alors que Strasbourg, c'est un site plat. Et ensuite, lorsqu'on est allé sur place, et là, c'est peut-être à toi d'en parler. Donc, on a vu qu'il y a toute cette démarche pour en faire un secteur sauvegardé, mais, et je te donne la parole, Gilali. Oui, bon, c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire que le secteur sauvegardé, il faut dire que au niveau de la réglementation par rapport au tissu urbain et la gestion urbaine de la ville, des espaces urbains, l'Algérie, l'Algérie, donc légifère donc de manière régulière par rapport à la gestion de ces espaces. Et s'agissant ici d'un tissu particulier, jugé patrimonial, d'abord patrimonial parce que c'est là où la première ville est née, c'est au niveau de la Casbah. Et la Casbah, malheureusement, où pratiquement toute la Casbah est en ruine et il ne reste que quelques vestiges, quelques murs. Et donc il y a la ville d'origine et il y a aussi les premières extensions de la ville, donc constituées par le quartier de Sidi Bouari, qui contient beaucoup de monuments historiques. Lesquels monuments, certains sont classés, donc sont classés monuments historiques, et d'autres non, tels que ici on voit une petite illustration du palais de la cour du palais du Bey, du côté de l'entrée. Donc, puisqu'il y a plusieurs monuments et le tissu est historique et intéressant, il y a eu une démarche citoyenne pour que ce tissu soit donc décrété secteur sauvegardé. Donc, c'est à peu près la même réglementation qu'en France et le secteur sauvegardé doit bénéficier et jouir d'une réglementation spécifique. Le décret, le décret le décret qui sanctionne le statut de secteur sauvegardé a été fait en janvier 2015, donc le 22 janvier 2015. Et depuis, en principe, la démarche suivante, on doit arriver et aboutir sur un plan de sauvegarde qui serait fait par un bureau d'études multidisciplinaire où il y aurait des spécialistes, donc d'architectes, d'urbanistes, d'historiens, archéologues et toutes les professions connexes pour justement essayer de trouver, de donner un règlement pertinent et efficace à la gestion de ce tissu. Mais il se trouve que depuis 2015, le plan de sauvegarde n'est pas encore lancé. Aux dernières nouvelles, un bureau d'études a été retenu. Et en principe, c'est les dernières phases de signature donc, du contrat pour l'étude. Et nous espérons que nos réflexions, les travaux d'étudiants, avec les travaux de nos amis de Strasbourg, vont être pris en considération dans le cadre de l'élaboration. C'est juste nous donnons quelques idées comme ça aux concepteurs et aux architectes et urbanistes de ce bureau d'études. Après, bien sûr, il y a une démarche, il faut assurer une démarche et un accompagnement de cette équipe qui va se charger de l'élaboration du plan de sauvegarde. Donc, voilà, par rapport au plan de sauvegarde. Et nous, on avait saisi, donc avec nos amis de Strasbourg, l'opportunité de l'organisation des Jeux méditerranéens pour lancer l'idée qu'il était nécessaire donc, de réhabiliter le tissu
et de faire quelques opérations comme ça, y compris à travers un urbanisme doux qui passerait par les traitements des espaces publics, les traitements des, des, des liens, donc les liens entre les différents secteurs et les différentes parties de la vieille ville, et aussi revitaliser les parties qui sont délaissées actuellement. Donc, on a eu beaucoup de propositions de la part des étudiants. Et Hmm. voilà, donc pour ceux que ça intéresse, on pourra les partager, les afficher. Oui. Hmm. Actuellement, ça c'est le compte rendu du premier atelier commun. C'est entre ciel et mer, entre mer et terre, donc atelier international d'Oran. Il a été effectué en novembre 2016 à la suite de la visite du groupe de Strasbourg à Oran. Et je Oui, dois préciser qu'une fois à Oran, les étudiants de Strasbourg formant plusieurs groupes avec des thématiques différentes. Donc, chaque groupe avait traité une thématique à part et l'autre. Et le document qui était montré tout à l'heure donc, récapitule pratiquement toutes les propositions des étudiants. Ce sont des propositions qui ont été donc présentées vers un jury élargi. Et aussi, il y a eu, ça c'est ce qui est intéressant aussi, comment dire, une grande retombée de presse. Donc, la presse locale nous a suivis. Donc, on a eu droit à beaucoup de couvertures de presse sur ces travaux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les deux groupes d'Oran et de Strasbourg, une fois séparés, ont continué à travailler de leur côté sur les thématiques. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment le même titre, mais les étudiants qui ont choisi d'approfondir leurs idées, donc ils ont continué à travailler sur la thématique. Et là, nous avons une affiche qui montre l'affichage final des travaux du groupe de Strasbourg, donc en janvier 2017. Et là, je pense c'est à toi, Volker, Oui. d'enchaîner. En fait, il y a c'était vraiment tout un dispositif qu'on a monté, notamment avec Rue Méditerranée, à Passage à l'époque. C'était aussi un cycle de conférences. Donc, on a eu une conférence avant de partir à Oran. Donc, c'était celle de Kouidar Metaïr. Je crois qu'il était euh, élu à l'urbanisme à un moment donné à Oui, Oran et qui est président de l'association Bel Horizon, donc une association qui recense et qui œuvre donc pour le patrimoine architectural, urbain, mais aussi paysager et des forts d'Oran. Et deuxième figure, donc c'est Merhoum, donc qui est venu à Strasbourg à la fin de l'atelier pour une conférence et puis pour la discussion du projet avec Djilali et qui est en fait une figure emblématique de l'architecture moderne algérienne, on peut dire, hein. Il a été plusieurs fois prix national d'architecture. C'est une une personnalité plutôt active d'ailleurs, mais j'ai eu la chance de profiter aussi de cette conférence pour comprendre l'architecture, l'urbanisme et les difficultés de l'exercice du métier en Algérie. Ensuite, donc un deuxième workshop qui cette fois-ci s'est passé
à Strasbourg. On a donc accueilli le groupe oranais avec Djilali. Et c'est un grand thème qui aujourd'hui fait encore ou toujours la une à Strasbourg. C'était finalement l'idée ou cette question, qu'est-ce qu'il se passerait des territoires à l'ouest du centre-ville si l'autoroute était déclassée et si on pouvait transformer donc la A35 et la A351. Donc on a mené ensemble donc un workshop en novembre. On a choisi ce moment non pas pour torturer nos amis d'Oran, mais surtout que c'était au même temps la période en fait du festival Strasbourg Med qu'on a inauguré ensemble en fin de workshop. Donc je montre juste quelques images pour vous dire que en fait combien c'était important aussi de travailler avec les services de la ville. Ici on est donc à l'Eurométropole avec Eric Schenderowski qui nous parle donc de l'urbanisme strasbourgeois. Ici, c'était le premier voyage du groupe Orana qui était en mai, je crois, de cette année-là. Donc, on a préparé ce workshop avec eux. On a fait à pied donc, tous ces territoires le long de l'autoroute. Et puis le workshop lui-même qui s'est passé à l'école de Strasbourg en novembre, en groupe mixte, comme vous voyez ici. On ne va pas tellement parler des résultats, mais juste pour vous dire que c'était un moment d'échange très très dense, puisqu'après, et là je pourrais presque donner la parole à Richard ou Jean-Louis et à vous, parce que c'était donc l'école qui accueillait à ce moment-là donc cette exposition plurielle Oran Strasbourg et qui a été un vrai. Je pense jamais l'école a accueilli autant de monde. Et d'ailleurs, les visites donc de l'expo étaient animées par l'équipe de Passage, donc rue Méditerranée. Et je vous donne juste comme ça quelques images. Je ne sais pas si quelqu'un veut les commenter. Non? Je pense que ce qui est le plus intéressant comme commentaire, d'autres peuvent évidemment le compléter, c'est que ce qui est important pour nous, en tout cas pour Rue Méditerranée, c'est d'arriver à croiser, je dirais, dans une ville, non seulement la mémoire écrite, visuelle, puisqu'on a eu un film, des photos, voilà, tout un travail autour de la photo et d'échange de résidence avec des photographes oranais, c'était aussi d'inscrire, en fait, d'inscrire la culture dans sa dimension architecturale et urbaine. Voilà. C'est-à-dire qu'une ville, ben, ce n'est pas que des bâtiments. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Et c'est là où, en fait, on se retrouve complètement dans la démarche de Djilali, son équipe, Volcker, parce qu'on est là dans une approche, je dirais, complètement culturelle, où ce qui va nous intéresser, c'est moins le bâtiment que comment les habitants et les habitantes peuvent vivre dans ce lieu, développer des liens, être citoyen, évidemment, être citoyen, citoyenne, être au fondement de la démocratie, puisqu'on sait que la démocratie aujourd'hui se construit au niveau local, territorial, et dans les options aujourd'hui choisies par la ville de Strasbourg, évidemment, la démocratie s'inscrit dans une approche écologique au sens global, c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble des éléments. Comme l'a dit tout à l'heure Djilali, il y a la mobilité, il y a les parcs, voilà, il y a aussi tout ce qui a trait au rapport à la nature dans la ville. Voilà, et ça, je crois que c'est l'enseignement qu'on peut en tirer de cette exposition de 2017. Et je dois déjà vous dire
on doit y retravailler, on va beaucoup y travailler avec l'équipe de Rue Méditerranée, mais on espère, en tout cas, on va pouvoir compter sur vous, puisque notre projet phare, c'est d'arriver à créer une exposition sur ces questions-là croisées qui pourrait être présentée à Strasbourg et à Oran. C'est-à-dire qu'on soit vraiment dans une réciprocité totale et que chaque fois, il puisse y avoir des débats avec les citoyens, les citoyennes et tous les acteurs de la ville, des deux villes, pour réfléchir à comment répondre aux défis de notre temps, qui sont des défis humains, sociaux, climatiques. Bon, voilà, tout ça, vous le savez. Voilà ce que je pourrais dire, moi, un petit peu comme ça, dans l'actualité en même temps de ce qu'on est en train de nous montrer là. Oui. Et qui vraiment nous fait Alors, on a eu aussi dans ce lieu-là une rencontre étonnante et stupéfiante et magnifique avec Jean-Paul Vesco, l'évêque d'Oran, qui à ce moment-là est venu nous rendre et il est venu dans les dernières heures de l'exposition, visiter l'exposition. C'était aussi très, très important pour nous d'inscrire cela dans un dialogue, voilà, dans un dialogue, on va dire, entre les musulmans et les chrétiens, et aussi un élément aujourd'hui fondateur de ce que la ville d'Oran vit, puisque c'est une ville assez exceptionnelle de ce point de vue-là. Hmm. Alors, en fait, je vais vous montrer. Lorsqu'on a ensuite préparé le workshop de 2020, donc on avait déjà donc, vu et compris toutes ces démarches sur cette mémoire plurielle. Et donc, en fait, en février 2020, on a voulu partir sur le même thème quelque part. Alors, donc, toujours travailler sur Sidi El Ouari et toujours aussi travailler sur la mémoire de ce quartier, qui est une mémoire compliquée parce que finalement, on a vu, même sur place, on a vu des réactions un peu étranges par rapport à ce quartier de centre-ville. Je le disais tout à l'heure, j'avais posé la question, ben, pourquoi finalement on fait rien pour entretenir le quartier, pour le rénover? Ben, donc on m'a dit, bah, il y en a certains qui disent que c'est pas notre mémoire, c'est la mémoire des autres, celle des Français, des Espagnols, etc. Et, euh, et votre travail donc, que vous menez, association artistes sur Oran, Strasbourg, nous a mis un peu sur cette piste-là. Et du coup, lorsque on a repris donc l'atelier en 2020, un des travaux euh, des étudiants allait dans ce sens-là. Donc, je vais le montrer très, très vite. Alors, il faut que j'active. C'est celui-là. Est-ce que vous le voyez? Oui, OK. Donc, en fait, c'était un des groupes d'étudiants donc, à travailler donc, justement avec, je pense, avec Richard, avec Sofiane, avec Jean-Louis sur en fait attendez, leur expérience ou leur vécu à Oran. Maintenant, il faut que je l'affiche autrement. Comme ça, mince. Oh, c'est trop petit. Donc, en fait, c'est un document de témoignage resitué ensuite dans le plan de la ville et qui a donné lieu à une bande dessinée finalement. Donc, avec, vous voyez, un ensemble de dessins, de collages, de photographies anciennes mais aussi récentes qui ensuite visualisent ces lieux dont les étudiants ont en fait
recueilli les témoignages des membres de Rue Méditerranée. Mais c'est magnifique, Volcker. Vous l'avez jamais C'est la vu, je première, pense, hein? c'est la Ouais, première fois que je le fais. C'est Pardon? extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, bah oui. Bah oui, Super boulot. mais ça, Volcker, c'était en parallèle avec leur travail de c'était, projet, c'est ça? non, c'était pas en parallèle, c'était un travail préparatif. Donc Ah, il y avait 4 ou 5 groupes. Donc un groupe qui en fait reprenait la cartographie parce qu'on avait des documents à disposition qui n'étaient plus tout à fait actuels. Il y avait un autre groupe qui explorait un peu qu'est-ce que c'est que cette architecture algérienne, qui sont les figures, les architectes. Un autre groupe qui travaille sur les projets urbains actuels et sur le développement de la ville. Et puis un groupe travaillait sur la mémoire et les témoignages. Et donc voilà, c'est le résultat du Ça, il faut semestre. qu'on permette, pardon? il faut qu'on les rencontre et qu'on publie ce petit livre, hein. C'est magnifique, hein. Oui, oui, oui. Oui, moi je trouve aussi, c'est très réussi. Très C'est réussi. Et tout ça, intéressant c'est parce que ce sont des parties de mémoire qui peuvent nous aider aussi pour les projets à venir, que ce soit avec les étudiants ou bien pour d'autres interventions. Hmm. Donc, voilà. Pour nous, en fait, c'était excellent. vraiment dans l'objectif de préparer notre arrivée parce qu'il y a plein de lieux du coup qu'on connaissait déjà à travers ce récit et que vous trouverez ensuite sur ce type de carte, hein. Donc celle-là avec, disons, les lieux à voir, les associations partenaires, les restaurants, et puis celle du début qui était, attendez, celle-ci où en fait sont les quartiers où sont nés les uns les autres ou qui ont pratiqué tel ou tel quartier. Et en fait, c'est un type de travail évidemment qui devient encore plus intéressant si on interroge plus de personnes encore. Ouais. Mais, euh, mais pour nous, c'était ça qu'on a fait. Et je ne sais pas si, d'ailleurs, s'il y a des étudiants qui sont là de, de l'atelier. Il y a Coralie, tu es là? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ça va et vous? Très bien. Je ne sais pas si tu étais dans ce groupe-là, je ne me rappelle Oui, plus. oui, j'étais dans ce groupe 6. Ah oui, tu peux peut-être dire 2, 3 mots? Je vais mettre ma caméra aussi, ce sera peut-être plus convivial si vous. Hop. Bonjour. Bonjour, Bonjour ça fait Coralie. plaisir. Je crois que je suis la seule étudiante encore connectée, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment du coup qu'on avait fait le projet à Oran. Et notamment sur le projet qu'on avait pu faire pour rappeler un petit peu la mémoire, on avait du coup interviewé 4 personnes de rue Méditerranée. Et ça avait été un moment du coup qu'on avait fait à l'école à Strasbourg. Et on avait un peu préparé des questions qui nous permettraient du coup de préparer aussi notre venue à Oran qui s'est malheureusement pas fait. Avec toutes ces petites questions qu'on avait pu essayer de faire en amont de ces interviews, on avait essayé d'évoquer l'idée de l'enfance, de comment on vivait la ville à Oran, puisque au final, on n'avait jamais été en Algérie. Et on s'était aussi posé la question, c'est vrai qu'on avait longtemps hésité à savoir comment transmettre tous ces interviews qu'on avait fait. Et au final, la BD, ça nous a permis aussi de faire des recherches photographiques, comme vous avez pu le voir, assez anciennes au final, et qu'on a essayé d'intégrer. D'ailleurs, même le graphisme des personnages ressemble. On a essayé de ressembler aux personnes, les personnes qu'on a interviewées. Oui, Je vois Sofiane rigoler. c'est presque des caricatures. Ouais. C'était l'idée en fait d'essayer de personnifier un petit peu tout ce qu'on avait pu entendre et de placer avec des thèmes, etc., ce qu'on avait pu échanger
avec tout le monde. Voilà. Hmm. Une petite question, Coralie, s'il te plaît. C'est tout le monde qui a dessiné ou bien c'est juste quelques-uns? Je parle des dessins, du graphisme. En fait, les bandes, on a repris des photographies qu'on avait trouvées sur plein de ressources, sur des livres, sur Internet, etc. Et ensuite, on a nous-mêmes monté comme des vignettes de BD, en fait. C'est nous qui avons, oui. On a fait on a fait des photomontages, en fait, tout simplement. D'accord, très bien. Hmm. Merci. Donc, je reprends le document qui doit être ça. Est-ce que vous le voyez? Atelier printemps Oui, 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 2020. oui. Ok, Oui, voilà. Donc, en fait, c'était le travail préparatif à ce voyage. Donc, on espérait être justement là, à cet endroit-là, à Westford. Et notre réalité, c'était ça, qui est la nôtre ce soir aussi. Et donc, le travail que nous avons mené, c'était un travail donc, entièrement à distance et qu'on n'aurait jamais pu mener sans l'aide des amis oranais, donc Gilali, avec des collègues, mais aussi en des fait, étudiants aussi. des étudiants et puis des spécialistes, je dirais, du patrimoine, etc. Donc, on avait, je dirais, nous, on s'est vu peut-être toutes les 2 ou 3 semaines avec les étudiants, donc toi et ton équipe. Oui, Et puis, entre-temps, on avait telle ou telle question qui a émergé, qui peut nous trouver tel bâtiment ou tel quartier. Et comme ça, on a pu mener quand même l'atelier. Et moi, j'aurais jamais pensé que c'était impossible même de revenir là, maintenant, au printemps 2021. Mais malheureusement, il faut encore qu'on attende, je pense qu'on attend encore une année. Donc, je passe vite, je dirais, les travaux. Donc, on oui, a oui. les étudiants ont travaillé par duo, trio. Et évidemment, le site, je dirais, un peu énigmatique, c'était la Calère, parce que c'est vraiment un site qui a été entièrement vidé, démoli il y a, je crois, une vingtaine ou une trentaine d'années déjà. Et on a découvert en fait que aujourd'hui, ça se construit. Il y a un parc qui a été créé, Oui. mais on l'a vu au fur et à mesure que l'atelier avance. Et en fait, un thème un peu transversal à l'atelier, c'était finalement de relier les différentes parties du vieil Oran, de retisser des liens entre les quartiers de Sidi El Ouari et de relier toujours comme au premier workshop la montagne, le plateau et la mer, hein, et rendre aussi le port accessible qui ne l'est pas. Et du coup, il y a toutes sortes de propositions, donc parfois aussi autour d'un bâtiment, ou ici deux, comme donc l'ancienne église Saint-Louis, l'hôpital Baudens. Donc, comment réactiver ces lieux? Comment inscrire de l'habitat moderne dans la pente et ne pas faire, disons, de l'habitat qui pourrait se construire partout, mais quand même de regarder aussi la question du climat, le voisinage. Il y a un duo qui a plus particulièrement regardé aussi disons, la production de l'habitat dans les périphéries d'Oran. Donc, il y a des dizaines de milliers de logements qui sont construits, euh, pas toujours sous forme de tours, mais toujours avec, je dirais, une architecture. On ne sait pas tout de suite si on est en Algérie ou partout ou ailleurs dans le monde, hein. Et en même temps, donc, le quartier lui-même, avec ces vieux bâtiments qui tombent en ruine et qui sont démolis. Ici, autour de la piscine Bastrana, qui est un ancien marché et
que en fait, ce groupe-là, ce binôme-là a réhabilité. Puis ils ont en fait ici une opération de, je dirais, de réparer la ville comme une sorte d'opération d'acupuncture. Et puis, donc, autour du haut de la Calère, de faire de l'habitat en terrasse qui regarde la mer. Un autre groupe, dans ce groupe-là, il y avait Thomas qui à l'époque prenait des cours d'arabe, si je me souviens bien. Oui, Et c'est un groupe qui s'est beaucoup, je ne sais pas s'il est là dans notre, euh, dans moi je pense notre, pas. non, il n'est pas là. Mais en fait, donc il y avait une curiosité, surtout aussi par rapport, je dirais, euh, aux, aux pratiques sociales qu'il y avait dans ces lieux-là, mais aussi une approche qui était très, je dirais, par la perspective, hein, par l'espace urbain lui-même, par les parcours. Et en fait, ils ont aussi, si vous, je l'interprète un peu librement, ils ont fait un travail sur la couture, le tissage de liens entre le haut et le bas. Et puis, ils ont installé des parcours, donc, le long desquels ils ont développé leur projet, qui, pareil, était donc ici sur la Calère, mais aussi le bas, la marine. Ils ont installé une sorte de plateforme flottante pour animer le port, qui est aujourd'hui toujours fermé au public. Et là, on voit un peu ce type cette approche un peu par le dessin de l'espace qui était très très fin et qui nous a beaucoup plu. Un autre travail sur un lieu aussi énigmatique qui est le Château Neuf, avec donc son fort d'abord espagnol, ensuite tout ce qui s'est ajouté donc avec le palais ottoman. Et puis, en fait, il y a des constructions françaises qui ont disparu par la suite. Donc, tout ce plateau, mais qui malheureusement est très peu accessible finalement depuis la ville, ou seulement finalement d'un côté. Et donc, ces deux étudiantes, donc une se trouvait à Strasbourg et l'autre déjà au Canada parce qu'elle est repartie. Donc qui travaillait elle aussi à distance sur en fait une nouvelle vie de de ce site donc du Château-Neuf, avec notamment aussi un élément de programme qui était un musée installé donc entre la ville et puis l'accès au Château-Neuf. Et donc un musée qui était aussi un lieu finalement de pédagogie dans la ville. Une autre approche était celle de ce groupe-là ou de ce duo-là, qui était finalement comment donc travailler sur ce côté-là du Château-Neuf, donc sur la promenade de l'étang, comment faire le lien avec le port. Et en fait, leur travail a abouti finalement sur un lien concret, en prenant appui sur ce bâtiment-là, qui est l'ancienne manufacture Bastos, qui touche pratiquement ici le plateau du Château-Neuf. Et en fait, ils en ont fait une sorte de bâtiment promenade, c'est-à-dire que du Château-Neuf ou de la promenade de l'étang, on arrive sur le haut de la manufacture, et il y a une passerelle vers un autre bâtiment que vous voyez ici, qui forme une sorte de grand escalier vers la mer. Ouais. Donc ça, c'était leur approche là, et qui permettait aussi, C'est le bâtiment Bastos. c'est ça c'est Bastos, et ça c'est leur nouveau bâtiment. Oui. Donc en fait, l'idée c'est d'installer un équipement culturel métropolitain ici, sur lequel
finalement prendra appui la révitalisation du port et son ouverture au public. Et comme dans d'autres projets, en fait, ils ont réactivé. Pardon, ok. Oui, Et là, ça permettrait aussi de créer des liens entre la promenade, qui est maintenant presque enclavée, la qui est là, oui. promenade et le reste de la ville. Hmm, Et c'est ce qui a été relevé comme étant un élément très fort de cette proposition. ouais. Ils ont travaillé, on a travaillé un peu sur la mobilité ou sur les mobilités dans Oran, on le verra dans les projets suivants. Et plusieurs groupes ont réactivé ou remis en service la ligne de chemin de fer qui descend vers le port. Donc mais en pensant que peut-être c'était l'occasion en fait, de faire circuler un tram-train ici. Et dans ce registre-là, il y a ce travail-là qui en fait a, a pris comme thème le téléphérique qui est à l'arrêt, qui est arrêté depuis 20 ans ou plus même, hein, à Oran. Et en fait, c'est un travail qui s'est inspiré des téléphériques modernes qu'il y a dans des villes, notamment en Amérique latine, qui sont des vrais euh, systèmes de mobilité urbaine dans des situations topographiques difficiles. Donc, en fait, elles ont imaginé un système de téléphérique qui va du port ici de passagers au Châteauneuf, ici côté Audins et là Casbah. Donc avec finalement 4 arrêts. Et ensuite, ça reprend en fait, les stations existantes qui sont donc les planteurs et Bel Horizon. Et puis le dernier travail, puisque tu es là, Coralie, c'est un travail déjà sur le métabolisme métropolitain urbain. C'est un travail important sur la question comment une ville se nourrit de son territoire et comment finalement tenir un équilibre entre le développement métropolitain, l'urbanisation et, donc une économie solidaire avec la nourriture saine. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, Coralie. Juste, oui, comme vous aviez pu dire, en fait, on a essayé étant donné qu'on n'était pas allé sur place, de aussi comprendre comment Oran et son urbanisme s'étaient formés en fait au fur et à mesure des décennies, etc. On avait pu voir qu'il y avait plusieurs constructions, notamment avec les boulevards périphériques, en fait, qui avaient un peu stratifié l'évolution d'Oran avec le centre-ville et puis qui s'étalait un petit peu en fait au final sur les cultures et qui au final aujourd'hui ont amené aussi un- comment dire, une rareté un petit peu, si je puis dire, des zones cultivables par rapport à ce qu'était au début Oran, notamment avec le Ravin qui était autrefois de Ras El Ain, qui était autrefois le lieu où on pouvait tout cultiver. Et du coup, nous, on avait eu l'idée, en fait, justement, à travers la réactivation du tram-train, en fait, et du rail qui part du port d'Oran jusqu'au marché au gros de El Kerma de en fait redistribuer la nourriture en ville et par la même occasion en fait d'avoir cette ouverture et cette facette avec le reste du monde au port pour importer tout ce qui est déjà actuel mais pouvoir ramener et stocker sur le port en fait cette marchandise et à la fois celle qui était importée depuis Oran avec l'aéroport à côté de El Kerma et aussi par cette revégétalisation et la culture aussi du ravin qu'on voulait remettre en place, notamment avec la présence encore lointaine certes, mais la présence toujours de l'eau qui avait été enfouie. Et du coup, on avait avec des places centrales et des moments intéressants
dans Oran de redistribuer en fait cette nourriture qui du coup était importée, mais aussi cette culture dans Oran qui était retrouvée au final. Si, si je me souviens bien, on avait essayé sur l'ancien hôpital Baudins de développer des cantines, par exemple, pour les collèges et les lycées qui étaient aux alentours, justement avec ces cultures qui étaient faites autour. Et on avait imaginé aussi sur l'ancienne tour Pouillon, qui est totalement vide, il ne reste que la structure d'imaginer une tour maraîchère où on pourrait produire ici aussi avec des nouveaux procédés écologiques et de ce point de vue aussi de ce totem dans la ville, de aussi redonner un petit peu à Oran euh, une envie et si, dans la pratique aussi des habitants, une envie de cultiver à proximité de son habitat et de sa ville en fait. Voilà. Merci Coralie. Donc en fait, c'est le dernier slide d'ailleurs. C'est déjà un travail qui, disons, qui entre complètement je dirais, dans les problématiques que la nouvelle municipalité de Strasbourg et puis l'Eurométropole souhaitent qu'on développe dans nos partenariats. Et donc, lorsqu'on s'est quitté avec l'atelier en juin, moi, je me suis dit, bon, on va tout simplement faire l'atelier au printemps 2021. Évidemment, ce n'est pas possible et Coralie et les autres étudiants, ils sont en fait maintenant, Coralie, tu termines ton mémoire la semaine prochaine, donc ils sont sur la fin de leurs études et ils font leur projet de fin d'études au printemps. Donc malheureusement, on ne pourra pas venir à Oran avec Avec l'atelier, le même groupe. avec le même groupe et personnellement, je pense que on avait discuté avec Djilali, on a l'occasion de faire notre atelier au printemps 2022, probablement. Euh, euh, et entre-temps, on a signé, enfin nos deux écoles, nos deux institutions ont signé La donc une convention. convention sur 5 ans, D'accord. Oui. ce qui permet, disons, d'être confortable de ce point de vue-là. Hein. Oui, oui, absolument. Donc, et de bien préparer les choses. Oui. De toutes les façons, les mois à venir, hein, les 3 mois à venir vont être déterminants. Donc, pour toute prévision, on va voir ce que ça va donner avec la venue donc, des vaccins et les nouvelles dispositions. Donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra organiser ou planifier des visites et des rencontres. Hmm. Sinon, oui, je pense que oui, pour cette année, c'est un peu, on va dire que c'est problématique. Hmm. Il faut toujours dire aussi, on a en fait pour nous, c'est important que l'échange se fasse dans les deux sens. Oui, oui, Et, bien sûr, et- oui. Pour nous et, aussi, d'ailleurs. Pour nous oui, aussi. bah oui, oui, donc en fait, c'est pas l'idée seulement que notre groupe vienne à Oran, mais ensuite il faut aussi que le groupe oranais vienne à Strasbourg. Ça n'a pas toujours été simple. Oui, Vu les protocoles de visa, etc., euh, je pense qu'on a eu beaucoup moins de problèmes de notre côté pour avoir en fait les bonnes conditions pour le déplacement à Oran. Mais c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir comme partenaire la ville de Strasbourg, vous, donc rue Méditerranée, parce que ça ça fait finalement une sorte d'univers où on se connaît et ça facilite les choses. Ça facilite évidemment la coopération, mais aussi les démarches donc de visa, etc., etc.
Et puis Oui, l'accueil est différent. il y a aussi les valeurs humaines et personnelles que chaque élément rapporte pour le projet et pour tout le travail. Ouais. C'est triste. À ce sujet, par rapport aux perspectives, je ne sais pas, parce que j'ai aperçu notre chef de département, M. Rabia, qui est présent avec nous. Donc, je ne sais pas s'il a quelque chose à dire, si c'est possible pour lui, s'il est bien à l'aise, je ne sais pas. Monsieur Rabia, vous êtes là? Oui, en principe, je suis là. Mouloud. On vous entend. Voilà. Donc, c'est M. Mouloud Rabia qui est chef de département. Quand tu étais venu, Volker, je pense que M. Rabia était adjoint, je pense. Oui, la Oui. première fois, j'étais adjoint. Oui. Oui. À cette époque, j'étais adjoint, donc notre intervention était un peu limitée. Par la suite, par la force des choses, enfin, quelque part, je suis devenu chef de département. Donc, j'aurais aimé assister à la première et à la deuxième réunion aussi. Je voulais dire une chose, que l'expérience a été très enrichissante, bénéfique pour nos étudiants. Je pense que pour notre rive aussi, elle a été très bénéfique. On aimerait bien que ça continue. Dommage qu'on ait… Bon, l'année passée, on avait tout préparé justement pour nos étudiants, mais avec la Covid et avec le confinement, donc, tout est tombé à l'eau. Donc, on espère que les choses vont se rétablir, comme a dit mon ami Gilali. Donc, avec le vaccin, j'espère qu'on verra des jours meilleurs et qu'on arrivera à renouer ce contact une autre fois. Bon, je pense que ça sera pour 2022, parce que 2021, c'est les choses. C'est un peu tard. Même pour les étudiants, c'est un peu tard. Mais j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour l'année prochaine. Donc, c'était ce que je voulais dire. Merci. monsieur. En tout cas, moi, l'élément que je voulais partager avec vous maintenant, c'est qu'il faut qu'on continue à faire la promotion du travail que vous avez réalisé, les deux écoles. Parce que, bon, aujourd'hui, moi, j'ai découvert plein d'éléments que je ne connaissais pas. Donc, voilà, donc je crois qu'il y a là un travail de communication, de présentation, voilà, publique à faire sous des formes à imaginer, ça c'est évident. Le deuxième élément que je veux mettre à contribution pour Rue Méditerranée, c'est que depuis que le confinement a démarré, on s'est principalement axé sur le maintien des liens et des relations, et aussi de consolider les réseaux. Comme je le disais tout à l'heure à Volker, avant que Djilali nous rejoigne, on est en train de renforcer notre partenariat avec l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est un des piliers, enfin un des éléments importants de l'histoire d'Oran. Voilà. Donc, on est en train de renforcer nos liens avec l'Espagne, avec Valence, avec Alicante, de manière justement à pouvoir développer, je dirais, des partenariats à 2, à 3, à 4, pour que la dimension internationale des enjeux oranais prenne toute sa force, quoi. Parce que moi, je crois beaucoup aujourd'hui à une communication internationale. Parce que quand même, Oran, c'est une ville emblématique, il faut le dire. Alors, comment le promouvoir, comment le développer, ça, c'est notre défi. Alors, notre étape à nous, elle est un peu décalée par rapport à vous, puisque notre étape à nous, c'est la fin de l'année. On s'est déjà propulsé sur la fin de l'année, de voir de quelle manière, dans le cadre du festival, notamment Strasbourg Méditerranée, qui aura lieu en novembre-décembre, pour avoir un temps fort de nouveau sur Strasbourg-Oran. Alors évidemment, l'idéal, ça serait qu'il n'y ait plus de confinement et qu'on puisse utiliser des salles, qu'on puisse notamment aller à l'école d'architecture. Vous voyez, en tout cas, ça, c'est notre mission aujourd'hui. Oui. Pour 2022, être présent à Oran de manière aussi très forte. Je ne sais pas sous quelle forme. En tout cas, nous, en tant qu'association société civile, on peut, notre force, c'est qu'on peut aller discuter avec tout le monde, enfin vous aussi, mais je veux dire, voilà, je veux dire, on peut ouvrir
à votre service. Hein. Voilà, c'est à votre disposition qu'on veut le faire. Et celle des jeunes étudiants. Parce que Djellali, un jour, quand on a créé Rue Méditerranée, a fait rajouter dans les statuts développer le partenariat entre les jeunes. Voilà. Et moi, j'y crois énormément. Il a eu raison de nous faire rajouter ça dans nos statuts. Voilà. Moi, je suis là pour les jeunes, je veux dire, et pour pouvoir témoigner encore un peu. Et puis, il faut avancer. Oui. Si je peux, donc, à ce propos, les jeunes, par exemple, les jeunes qui ont été ensemble dans les différents workshops organisés entre les deux écoles, que ce soit à Oran ou bien à Strasbourg, ils ont tissé des liens et maintenant, pour la plupart, c'est des amis qui se contactent. Hein. Ils n'ont même plus besoin de nous pour faire des choses et pour s'organiser. Moi, j'ai des échos et c'est des échos qui nous font plaisir. Un autre point qui nous fait plaisir, suite à l'exposé de Volcker par rapport aux travaux des étudiants de Strasbourg sur Sidi El Houari, c'est ce petit compte rendu. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, j'essaie de partager. Oui. Vous le voyez? On voit le haut de la coupure de journaux. Du journal, ouais. Ouais, ouais. Donc, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, le journal El Watan, c'est un journal qui est très lu chez nous en Algérie. C'est pratiquement l'un des journaux en français les plus lus. Et il a consacré carrément une page et demie pour les travaux des étudiants dans la rubrique El Watan étudiant, qui est lue donc, par pratiquement plusieurs étudiants d'Algérie et aussi des étudiants qui ont un lien avec l'Algérie à l'étranger. Donc voilà, c'est un compte rendu pratiquement des travaux des travaux des étudiants. Il commence par quelques images. Il reprend les sites sur lesquels la piscine Bastrana, c'est un site sur lequel tes étudiants Volcker sont intervenus. D'ailleurs, on a eu à vérifier beaucoup d'informations. Donc, grâce à leurs efforts, maintenant, nous avons une petite base de données concernant la piscine. Il y a beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas, mais qu'on a recueillis juste grâce à leurs questions et grâce à la pertinence donc, de leurs réflexions. Il y a la partie, ce que tu as dit, la partie de la Calère. Ça, c'est l'image de l'ancienne Calère qui a été reprise. Donc, la Calère, il y a longtemps, et j'allais dire même très longtemps, parce qu'actuellement, la morphologie de la Calère est en train de changer. Il y a des travaux d'aménagement. Il y a en bas le parking, avec ce que tu as signalé tout à l'heure, Volcker, le parking. Et à côté, il y a une petite station de traitement de l'eau pour l'entreprise de gestion de l'eau. Et la partie haute est aménagée. Donc, j'ai quelques photos, mais je pense que je n'aurai pas le temps donc, de les exposer. La partie haute est aménagée comme étant un lieu pour la détente. C'est un espace vert. Ce matin, on a été sur site avec un groupe d'étudiants et je disais aux étudiants à ce sujet que heureusement que c'est aménagé comme espace vert parce que sinon, s'il y avait des constructions, voilà, on aurait construit n'importe comment. Mais au moins, pour le moment, un espace vert comme ça, aménagé, ça va préserver le site en attendant qu'il y ait une réflexion vraiment réfléchie sur l'ensemble. Ici, sur la gauche, vous avez le palais du Bey. Et là, c'est le bâtiment Bastos, donc l'ancienne usine de cigarettes. C'est toujours, maintenant, c'est occupé par l'administration de la SNTA, la SNTA. Donc, après les photos, le journaliste que j'avais invité à la séance de présentation des étudiants, il a repris carrément un compte rendu et puis il a été vraiment, comme vous le voyez ici, il parle même des travaux d'étudiants. Et il cite souvent, par exemple, là, je vois comme ça le nom des étudiants, des intervenants. Donc, là, je revois Coralie pour lui faire plaisir. Je ne connaissais pas cet article-là. Ah ouais. Comment? Pourrais-tu pas mettre l'article dans le chat? Je pense que je l'ai envoyé. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Ah, d'accord.
Donc, c'est un article qui est intéressant. Oui, oui, bien sûr, Volker, sans problème. Donc, voilà. Donc, il reprend nommément les étudiants avec leurs interventions et la pertinence de leur intervention. Moi, je trouve que, par exemple, euh, ici, son questionnement, comment les étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, en collaboration avec le département d'architecture de l'histoire, envisagent-ils les aménagements possibles à apporter au quartier de Sidi Bouari? Moi, je pense que ça, c'est important et ça fait partie aussi de la capitalisation donc, de cette expérience et de la promotion de nos efforts à tous. Voilà. Très bien. Voilà. Je vais essayer de faire le point sur tous les articles et je vais t'envoyer une série. En principe, moi, systématiquement, normalement, systématiquement, je t'envoie, mais sinon, s'il n'est pas chez toi, donc je vais le mettre sur le chat. Merci. Ouais, je t'en prie. Donc voilà par rapport à ça. Je ne sais pas si on dispose encore de temps. Est-ce qu'on a le temps de parler d'autre chose? Est-ce que... Je crois qu'il y a des questions peut-être. Oui. Je sais qu'Antoine voulait poser une question. Antoine, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui, volontiers. Voilà. Alors, juste pour Volker et Djilali, vous dire que c'est Antoine qui coordonne notre programme de rencontre épisode méditerranéen. Voilà, c'est lui qui a confectionné le programme. Enchanté. Avec tous les membres de Rue Méditerranée, hein, c'est un collectif. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, messieurs les professeurs, pour cette présentation. Moi, j'avais raté, malheureusement, il y a 1 an ou 2, votre conférence déjà sur le sujet. Donc, je suis très, très heureux de découvrir vos travaux et surtout les travaux de vos étudiants. C'est vraiment magnifique, hein. Ça donne vraiment à réfléchir. Alors, j'avais deux remarques à partager avec vous. C'est premièrement une remarque assez générale sur l'architecture et à la fois le dessin, le plan, la conception et ensuite la réalisation, hein. C'est évidemment, c'est une vieille question qu'on peut même qui concerne peut-être même les Ledoux, les grands utopistes, c'est comment ensuite réaliser les projets. Et je voulais simplement vous donner deux autres expériences en Méditerranée que vous connaissez sans doute, alors que je partage avec tout le groupe. C'est comment faire qu'à un moment donné, la ville d'Oran remette un téléphérique. Donc c'est magnifique sur le plan, les étudiants sont très ingénieux. Et évidemment, ça demande toute une mise en œuvre au niveau local, comme disait Richard, c'est-à-dire eh bien, les adjoints, les conseils municipaux, les ministres, etc., etc. Donc, il faut le mettre en œuvre à un moment donné. Et alors, j'ai eu la chance de voir il y a quelques années à Tunis la réalisation. Vous allez voir, c'est quelque chose peut-être que pour le quartier de Sidi El-Houari, ça pourrait être... il y a une analogie très forte, je veux dire là, la Médina de Tunis, Oui. sur laquelle de nombreux architectes travaillent depuis toujours. Et les dernières années, certains, à la fois des étudiants, des associations culturelles, ont décidé de mettre en œuvre, au moins le temps de quelques semaines, certains des projets qu'ils avaient dessinés, qu'ils avaient imaginés. Et vous pourrez trouver ça encore sur Internet. C'est des opérations qui s'appelaient Dream City, Tunis Dream City. Et pendant quelques semaines, donc des anciens khans sont rénovés, sont ouverts au public. Donc c'est à la fois une opération patrimoniale de réflexion citoyenne sur la réappropriation des quartiers dits populaires et en même temps très patrimoniaux, et comment vivre à nouveau dans cette mémoire, comment se réapproprier l'espace municipal et social. Donc Dream City à Tunis. Alors l'autre exemple, vous allez voir pourquoi je vous en parle. C'est un quartier qui se trouve en Alexandrie,
alors peut-être encore plus comparable à la topographie enfin, c'est moins vallonné, mais la topographie de Oran. La ville d'Alexandrie a un quartier qui s'appelle Kom al-Dika, qui est un quartier grec et romain, ce que vous voulez, et qui est maintenant un quartier très populaire au centre-ville, tout près de la gare centrale. Et sur ce terrain, qui représente vraiment, c'est un trésor pour les architectes, hein, parce que vous avez toutes les strates et du bâti depuis des siècles, depuis des millénaires, et des étudiants, figurez-vous. Et vous allez voir, l'analogie, elle est très forte avec ce que vous faites, parce que je vais vous présenter une de vos collègues qui nous a rejoints. Des étudiants d'Alexandrie et de Strasbourg, figurez-vous, ont travaillé dans un atelier tout à fait comparable à ce que vous faites avec vos étudiants. Et je m'étais dit que, alors, Randa a confirmé assez récemment qu'elle participerait à la réunion, donc je n'ai pas pu vous en parler à l'avance, mais ce serait, à mon avis, intéressant que vous puissiez prendre contact un petit peu ou qu'on puisse entendre un instant Randa Abdelaziz Mahmoud, qui est la chef de département de l'architecture, du département d'architecture de l'Université française d'Égypte et qui est, comme vous, en collaboration avec, en convention avec l'INSA, avec vos collègues, vos confrères. Oui, avec l'INSA de Strasbourg. Et voilà, donc Bonsoir. le mieux c'est que Randa... Oui, bonsoir tout le monde. Je vous ai rejoint vraiment assez tardivement, donc je ne me suis pas vraiment préparée. J'étais un petit peu pressée récemment. Donc voilà, donc comme il l'a dit Antoine, merci Antoine d'ailleurs de m'avoir invité. Comme il l'a dit Antoine, en fait, on est en convention avec l'INSA de Strasbourg. Donc, chaque année, ça fait en fait depuis 2013 maintenant, on organise des workshops, pareil, comme ça, entre l'Égypte et la France. Donc, on reçoit des étudiants, soit en workshop ou soit en charrette, ce qui est aussi un moment très, très enrichissant pour les étudiants. Voilà, donc on partage, on échange. Donc, on a fait justement, comme il a dit Antoine, j'étais pas là malheureusement, j'avais pas encore rejoint l'université. En fait, ils ont fait un workshop en Alexandrie. Donc, ils ont travaillé sur comment réaménager l'espace dans des quartiers populaires en Alexandrie. Ça, c'était en 2013. Et puis après, en fait, on s'est enchaîné. Donc, on a travaillé aussi à Luxor. Malheureusement, on n'a pas reçu des étudiants ce jour-là. Mais en fait, on a reçu des professeurs donc, de l'INSA de Strasbourg. On a travaillé à Luxor aussi sur... El Gourna, enfin les 3 Gourna, le Gourna de Hassan Fathi et celui du gouvernement égyptien, et puis aussi l'ancien Gourna qui se trouve toujours sur la montagne. Et puis après, en fait, on a retravaillé justement l'année dernière, on a fait un workshop qui était vachement intéressant sur un quartier populaire du Caire avec les étudiants égyptiens et aussi des enseignants français. Donc, c'est un quartier qui s'appelle Ardellewa. Donc, peut-être un jour, je vous fais en fait une présentation sur ce quartier-là. Donc, on a fait un workshop sur 4 axes en fait, sur comment peut-on justement réhabiliter ces quartiers populaires en utilisant des matières locales et de ressources locales, écologiques, etc. Donc, voilà, donc peut-être on peut faire quelque chose ensemble justement qui peut être très enrichissant pour les 2 parties. Voilà. Très bien. Très intéressant. Merci. Vous avez travaillé avec qui à l'INSA? En fait, je travaillais avec Bernard Pagan quand il était Bernard, encore... bien sûr, oui, oui. voilà, et Laurent Rines, beaucoup, en fait, Laurent, oui. Plusieurs années. Et bien sûr, on reçoit tout le temps, régulièrement, donc Christelle Grèce et Louis Piquant, et voilà, Hugues, comment il s'appelle voilà, Klein. Et voilà, donc en fait, oui, voilà. Donc on reçoit tout le temps des professeurs et puis des étudiants pendant les charrettes, pendant un mois entier au Caire, qui eux aussi exploitent en fait les villes, donc du Caire à Alexandrie, à Ismaïlia. Donc voilà, chaque année, ça fait 4 ans maintenant que je reçois une dizaine d'étudiants français qui habitent en fait avec les étudiants égyptiens pendant les charrettes, le mois de septembre. Voilà. Donc, merci Randa. Sachez qu'on va garder votre contact précieusement. Écoutez, avec plaisir. Et voilà, en fait, cette année, on comptait faire un workshop avec Laurent Pierre-Terre parce qu'on travaille depuis un bon moment sur la pierre et la terre.
Donc voilà, donc en fait, on allait aborder le sujet de la fenêtre, hein, donc en pierre et terre, mais Corona, tout comme d'habitude, donc on ne sait pas comment ça va se passer, donc voilà. Mais si vous voulez un jour, en fait, que je fasse justement une présentation sur Ardellois, que j'ai fait, en fait, je l'ai faite l'année dernière à Fribourg, en Suisse. Donc, je t'ai invité, en fait, à parler de ça. Ça sera avec plaisir parce que voilà, la présentation elle est prête, donc je vais juste en fait survoler un petit peu pour me souvenir parce qu'on a sorti vraiment comment dire, des idées en fait par les étudiants, donc on les a partagées en quatre axes comme j'ai dit. On a travaillé sur les espaces urbains libres et privés et puis sur les toits en terrasse de la ville de quartier Ardellois. Ils ont proposé ils ont fait des maquettes aussi en fait à grande échelle parce qu'ils ont travaillé aussi sur une autre échelle sur la lisière entre Ardellois et la terre agricole qui est juste à côté et sur lesquelles il y a un étalement urbain assez considérable. Et en fait, ils ont sorti franchement des solutions qui étaient très très pertinentes et étaient très innovantes aussi. Donc voilà, ce sera avec plaisir. En tout cas, Antoine a déjà partagé dans la partie discussion, il a déjà partagé donc, le workshop R-O-T-R Pierre de l'INSA. Oui, voilà. Vous pouvez y aller, pas de problème, c'est formidable. On continue notre tour de la Méditerranée. On est confinés, mais voyageurs et voyageuses. C'est très bien. Merci beaucoup. Oui, en fait, juste deux mots. Donc, on a en fait avec l'INSA de Strasbourg, nous avons un laboratoire de recherche commun et on a beaucoup travaillé ensemble avec Bernard Pagan avant qu'il prenne sa retraite et Laurent Rennes, il était collègue chez nous à l'ENSAS. Oui, voilà, exactement. Il l'est toujours en fait. Oui. Ouais. Et le 8 février, il organise en fait un colloque par Zoom à l'INSA sur le thème, c'est la plastique dans la mise en œuvre des matériaux. Et en fait, il y a un intervenant, je ne sais pas si tu le connais, Djilali, il s'appelle Najet Mouazis Bouchentouf. Oui, c'est une collègue avec nous. Oui, qui parlera de la vérité du matériau, de l'idée à la mise en œuvre, quelques expériences oranaises. Donc, je pense qu'en fait, on a des relations multiples et c'est vrai que c'est bien que ça fasse un réseau. Alors, est-ce que je peux vous mettre ça dans le… Si je peux enchaîner un petit moment, Richard? Oui, bien sûr. Parce que tout à l'heure, Antoine avait donc posé il a fait deux observations, l'une concernant l'Égypte et nous remercions donc, nous le remercions donc pour cette intervention parce qu'elle nous met en lien avec notre collègue d'Égypte, donc Randa, si j'ai retenu le nom. Oui, voilà. Et ça ouvre aussi des perspectives donc, de collaboration avec nos amis égyptiens. De l'autre côté, il avait parlé de l'expérience tunisienne, la Médina de Tunis. Et il se trouve que nous, à Madinati, le numéro 8 de Madinati qui était dédié au patrimoine, nous avions, comment dire, nous avions fait appel à un spécialiste donc, de la restauration et c'est M. Zoubeir Mourli qui a été directeur général de la SM. Si je peux avoir le partage d'écran, ça serait bien. On le voit. C'est bon? Vous le voyez? C'est bon, vous le voyez? Oui, on le voit le partage. Donc, ça, c'est Zoubeir Mourli, qui est architecte urbaniste, ex-directeur général de la SM de Tunis. Et ça, on l'a fait dans le cadre de Madinati numéro 8, en décembre 2019, qui était dédié au patrimoine.
Donc, dans le cadre de ce numéro, donc, on a eu plusieurs interventions. On a dû plutôt, on a essayé d'élargir un petit peu le champ des intervenants. Donc, on a fait intervenir un architecte Armen Dur d'Allemagne, Zubair Mouhli avec Madame Suissi de Tunisie, et aussi deux collègues du Maroc, et bien sûr deux collègues français, et le reste c'était des architectes algériens. Donc Zubair Mouhli, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, il retrace un petit peu son histoire et son expérience dans le cadre de la SM qui était chargée donc de la restauration et la rénovation sur certaines parties, la régénération aussi de la Médina de Tunis. Et il ressort de son travail et de son article une idée primordiale, c'est que il y a eu, bon, regardez là, je défile un peu juste pour vous montrer un visuel sur le résultat. Et vous voyez bien que eux, ils sont partis de la partie urbaine jusqu'au détail architectural. Mais vers la fin, ça c'est la deuxième collègue tunisienne, Hazar Suissi Ben Hamed, qui a aussi, qui nous a gratifié donc d'une contribution sur les anciens, donc la préservation du noyau ancien de Tunis. Et ce que personnellement j'ai retenu à travers l'expérience de la Médina de Tunis, c'est qu'il y a eu une certaine cohérence et une vraie harmonie entre toutes les parties intervenantes. Donc tous les acteurs étaient mis sous l'égide de l'association de la sauvegarde de Tunis. C'est-à-dire à la fois on trouvait la maîtrise d'œuvre et une partie de la maîtrise d'ouvrage et une partie des intervenants, des artisans. Donc c'est ça l'idée phare qui est un petit peu donc le secret de la réussite de cette expérience, parce qu'on trouve que c'est vraiment une réussite. Pour ceux qui ont visité la Médina de Tunis, donc par rapport à ce que nous vivons chez nous, pour la sauvegarde de la vieille ville de Sidi El Ouali, ça reste un exemple. Voilà, je tenais, par rapport à la question d'Antoine, je tenais à partager ça avec vous. Merci beaucoup pour la référence. J'irai le lire, je pense, à l'ENSAS. Ça doit être disponible à la bibliothèque de l'ENSAS, non? Je ne sais pas, le numéro 8, il y a d'autres numéros qui sont disponibles. Le 8, on ne l'a pas encore eu, je crois. Volker, vous ne l'avez pas eu, le numéro? Non, le 8, on ne l'a pas eu. Ah oui, c'était prévu pendant la rencontre. Bah oui, évidemment, on ne s'est pas vu. Donc, comme échange de bons procédés à notre habitude, comme d'habitude. Mais on va se rattraper, il n'y a pas de problème. Ouais. Sinon, vous avez, comment dire, le lien. Donc, voilà le site de Madinati, madinati-du6dz.com. Donc, vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, moi j'ai terminé avec mon slide. Donc, s'il y a d'autres questions, ou bien je ne sais pas. Il y aurait d'autres questions, puisqu'on s'achemine vers notre fin de rencontre. Pas d'autres questions? Alors moi, je voudrais dire deux choses comme ça qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que ce soir, on a eu encore la confirmation qu'on n'est pas à bout de continuer à construire du réseau et à faire du lien. Ça me semble une évidence très, très forte. Et je trouve que de ce point de vue-là, rue Méditerranée a toute sa place. Donc, c'est plutôt pour nous positif. C'est-à-dire que ça nous donne, voilà, vous nous avez donné envie de poursuivre encore davantage.
Et la deuxième chose que je voulais dire, enfin le deuxième point à aborder, mais ça c'est en tant qu'Oranais que je le dis, c'est une espèce de cri d'Oranais. Ah oui, petite parenthèse, Bastos, appartenait à la famille de André Dahan. C'est incroyable. Ah oui. C'était ses grands-parents, voyez. Donc, vous voyez, c'est quand même et c'était une famille juive. Donc, vous voyez, c'est quand même assez incroyable comme des fois dans l'histoire, il y a des choses qui reprennent sens et auxquelles on n'aurait pas pensé au préalable. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est en tant qu'Oranais, c'est de se dire comment nous pouvons contribuer à justement ce lobbying, je vais dire comme ça, pour que, notamment, mais pas que, Sidi Ouari retrouve, je dirais, une vie patrimoniale et sociale et culturelle forte. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse. Je ne sais pas sous quelle forme encore, mais dans tous les cas, les compétences, les expertises et les propositions sont là. Voilà, donc après, évidemment, il faut de l'argent, hein, c'est sûr. Mais il y a peut-être voilà, il y a peut-être là des propositions à faire à nos différents partenaires. Alors, puisque j'ai encore vous dire que les prochaines rencontres, le 13 février, on va avoir une rencontre avec Erdal Kainar qui va nous parler, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, et puis qui va nous parler de Paris, capitale ottomane. Et le 13 mars, autour du 8 mars, on aura donc Patricia Caillé qui nous fera une intervention sur la circulation des films maghrébins sur la condition des femmes. C'est-à-dire, on va autour du 8 mars mobiliser notre réseau pour aborder, à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, un certain nombre de thématiques voilà, qui sont importantes aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, Djilali, Volker? Surtout qu'on se retrouve bientôt, Oui, toutes et tous ensemble. oui. Oui. C'est ce qu'on espère. Oui. Oui. Pour information, je viens de partager donc, sur le chat l'article d'Al Watan. Donc, il faut juste que l'administrateur laisse un peu le temps pour ceux qui ça intéresse pour télécharger. Après, bien sûr, personnellement, je suis toujours ravi d'être avec vous. Je suis toujours enchanté des actions que nous réalisons ensemble. Et à chaque fois, nous essayons de sensibiliser donc les étudiants pour alimenter ce groupe. Et je vois que de l'autre côté aussi, les efforts se font de la même manière. Et Oran et Strasbourg ont de plus en plus d'amis. Et je dis amis comme ça en général. Aujourd'hui, nous en avons gagné. Bon, pour vous, moi, je viens de faire la connaissance d'Antoine. Aujourd'hui, nous avons eu donc Antoine et Madame Randa d'Égypte. Voilà. Merci. Donc, je souhaite de la santé à tous et à tout le monde. Et à la prochaine rencontre.